Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Là, notre saison est déjà très bien entreprise et en plus, l'année passée, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que de temps en temps, j'aimais recevoir des gens qui n'étaient pas, qui n'habitaient pas au Québec et même pas au Canada. Et je suis content parce que presque un an jour pour jour depuis la diffusion de ce premier invité, bien, j'en ai un autre à vous proposer cette semaine qui est fort intéressant, fort sympathique et que j'ai connu en 2015. On va vous parler de cette rencontre. Tout d'abord, je vais lui dire bonjour. Il s'appelle Yohan Millaret. Bonjour Yohan. Bonjour Martin. Donc déjà, avec le bonjour Martin, vous reconnaissez que notre invité vient de la France. Et il va nous expliquer, comme je le fais à chaque fois, à moins qu'il refuse, mais qu'il nous explique un peu géographiquement où il habite, parce que moi et la géographie, on ne fait pas si bon ménage. Je sais que dans les non-voyants, il y en a de très bons en géographie, mais d'autres qui sont comme moi. Tout d'abord, Yohan, à quel endroit tu demeures exactement en France? Alors, j'habite actuellement à Toulouse, qui se trouve dans le sud-ouest de la France, au soleil. Et par contre, je suis originaire du nord de la France, d'une ville qui s'appelle Amiens, qui se trouve entre Paris et Lille, pour ceux qui connaissent le pays. Et voilà, j'ai migré dans le sud, j'ai été chercher le soleil. Et là, quand tu dis le soleil, il y a une grosse différence de climat entre les deux? Ah oui, il y a une grosse différence de climat. À peu près en octobre, novembre, à Toulouse, on navigue autour des 20 degrés. Dans le nord, on est autour des 6, 7, quoi. Enfin, voilà, une petite différence. OK. Et là, 20 degrés, tu dis octobre, novembre. Là, au gros de l'hiver, c'est quoi? Vous avez de la neige ou pas? Alors, c'est très rare. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir le paradoxe. Je discute souvent avec vous, mes amis du Québec, et c'est très drôle parce que nous, quand il y a 10 cm de neige, c'est la panique à bord. Tout est fermé, l'aéroport, tout, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la ville. Et c'est marrant d'imaginer le fossé qu'il y a entre une ville du sud de la France et ici à Montréal. J'ai vu déjà l'aéroport bloqué, et par contre, c'est très rare qu'on ait de la neige dans le sud. OK, donc c'est vrai que vous êtes pas habitué à ça, là, forcément. Pas du tout. Ah, d'accord. Mais là, bon, on va reculer dans le temps. Et là, si je fais erreur, tu me corriges, j'aimerais qu'on recule en 1984. Très bon. Monsieur a étudié ses papiers. Ah, ben, des fois, j'oublie une fois, mais pas deux. Puis là, je me souviens que tu es la même année de naissance que mon jeune frère. Donc, ça m'aide à me souvenir. Mon moindre père, effectivement. Donc, c'est une année qui te dit quelque chose, bien que tu n'en as peut-être pas de souvenir vraiment. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Faudrait que je fouille très loin pour éventuellement chercher un petit souvenir, mais... Reste quand même qu'il s'est passé quelque chose cette année-là, c'est que tu es né, tu es venu au monde. Et toi, Yohan, est-ce que tu es né avec un handicap visuel ou pas? Oui, mon handicap visuel est de naissance. OK. Et ça consiste à quoi, ton handicap? Est-ce que c'est total? Alors, en fait, j'ai juste les perceptions lumineuses, mais c'est une maladie qui est très fréquente d'ailleurs de l'handicap visuel. J'ai l'amorose de Leber, donc c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est une maladie de la rétine, en fait, qui est une variante de la rétinite pigmentaire. Donc j'ai ça de naissance, et par contre je suis le seul de ma famille, parce
tout cas des générations que je connais. OK. Voilà. Et toi, t'es d'une famille nombreuse ou pas, ou Non, j'ai juste un frère. On est deux. J'ai un jeune frère de 9 ans de moins que moi. C'est ça, tu me disais l'autre jour, hein? Vous avez quand même une différence d'âge notable. Ouais. Donc, forcément, lui n'a pas de problème de vision, tes parents non plus. Non. Et là, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu te souviens, ou du moins, quel est ton premier souvenir de comment tu t'es aperçu, au fond, que tu ne voyais pas ou que tu voyais? Alors ça, moi, je m'en souviens pas. Par contre, on me le raconte, on me l'a souvent raconté. C'est qu'en fait, je pense que dans beaucoup de cas d'ailleurs, hein, c'est que quand mes parents essayaient de me tendre quelque chose, je prenais pas l'objet du tout. T'avais pas la réaction Non, de... pas du tout. Mm-hmm. Et en fait, moi, ils s'en sont rendus compte assez vite. Ma mère, en fait, dès mes 5-6 mois, elle a vu que je ne prenais pas les objets que je faisais, même que je la regardais pas, que j'avais aucune réaction visuelle. Le regard, là, il y Ouais. avait pas de regard. Voilà, c'est ça. Il y avait rien. Mm-hmm. Donc du coup, elle a été consultée très vite des médecins à Paris qui ont détecté immédiatement ma déficience visuelle. Et après, par contre, je pense que ma mère a mis beaucoup de temps à l'accepter. Donc je pense que pendant les 3 premières années de ma vie, j'ai fait de médecin en médecin. Je suis allé de pays en pays. Je pense que tous les pays frontaliers de la France, je les ai faits. Pour tenter de trouver une solution médicale. Ouais. OK. Tout à fait. Je me suis même emmené voir des guérisseurs. Enfin, j'ai tout. Vous avez tes parents ont comme tout essayé. Ouais. OK. Évidemment sans résultat. Et là, ta mère, à un moment donné, bon. Mais toi, t'es allé à l'école? Oui, je suis parti à l'école. En plus, j'habitais vraiment dans un petit village. Donc, c'est vraiment une école, c'était un village de, je sais pas, 500 habitants. Donc, vraiment l'école du petit village. Et, j'en ai des bons souvenirs. La chose la plus marquante, juste, c'est que quand j'étais parce que nous, on a la grande section de maternelle en France, c'est l'année avant de rentrer, ce qu'on appelle au CP, donc là où on commence à apprendre à lire, à écrire. La dernière année de maternelle, en fait, là, j'ai eu une institutrice qui trouvait, comme c'était difficile de s'occuper d'un non-voyant, les autres allaient en récréation et moi, elle me laissait dans la classe, tout seul. Ah oui, pas de récréation Non. avec les autres? Non, elle m'écartait des autres. Donc ça a été vraiment une bataille. Mais ça serait à peu près ça ton premier souvenir comme tel de... Ouais, ça a été. En fait, ce souvenir-là, surtout, a été marquant dans le sens que c'est la première fois de ma vie où on a marqué une différence entre moi et le reste du monde qui m'entourait. C'est ça enfin, je garde ce souvenir-là dans ce sens-là. Et ça a été vraiment une bataille et il a fallu que une institutrice d'une école spécialisée vienne lui expliquer les choses et dans ce cas-là, j'ai pu après retourner en récréation avec les autres. OK. C'était le premier souvenir marquant, je pense, parce que ce qui était marquant en fait, c'est qu'il y avait aucune différence avec mes camarades. Mes camarades m'intégraient complètement. Je veux dire, les enfants, il y avait aucune différence. Il y a que cette institutrice là qui, je sais pas, elle faisait un blocage sur... OK, parce que les enfants, eux, ils t'acceptaient normalement. Ouais. Puis c'est l'institutrice, dans le fond, qui possédait un problème, là. Ouais, c'est ça, mais OK. bon, elle était de la campagne, elle avait peut-être jamais vu de non-voyant de sa vie, et je pense qu'elle a paniqué, autre chose. Mais vous, est-ce qu'il y avait une école adaptée pour les personnes non-voyantes ou s'il y en avait pas ou il était pas question qu'ils t'envoient là? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? En fait, si, ma mère s'est rapprochée des organismes et justement, la dernière année de maternelle, la deuxième partie de l'année, j'ai été accompagné en fait par une personne de l'école spécialisée qui venait régulièrement dans ma classe. J'ai eu comme une espèce de préparation à mon entrée en internat. C'était une école qui était à Lille, à 150 km de chez moi, donc Ouais, quand même. Hein. donc du coup dès l'entrée en CP, j'ai été directement en internat à l'âge de 6 ans et
bon voilà, bah avec tout ce que ça implique, hein, il a fallu quitter la famille, partir du dimanche au vendredi. Je pense que j'ai mis du temps à accepter vraiment ça. Ça a été l'éloignement là qui Ouais. a été peut-être le plus difficile à... Bah, ça a été difficile dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, on était dans un village. Oui. J'avais tous mes amis, j'avais mes habitudes, j'étais vraiment intégré. Tu sais, mon handicap était pas, il y avait aucune différence de marqué dans mon quotidien avec mes amis, avec, voilà, j'avais tout un entourage qui faisait qu'il y avait aucune différence. OK. Et c'est à partir de là que finalement, quand je suis rentré à l'internat, bah du coup, j'ai perdu contact avec mes amis. Enfin, voilà, on se voyait moins. Il y a eu un vrai changement et du coup une vraie séparation entre ma vie d'école et ma vie de famille. Une grosse coupure à tous Ouais. les niveaux, là. Ouais. Mhm. Et là, bon, ça a été difficile, sauf que, d'un autre côté, est-ce que tu t'es fait d'autres amis? Ça a été comment Parce que bon, faut quand même passer le temps. Est-ce que... Comment tu t'en es sorti? Ben, en fait, oui. Bon, l'internat, c'était dur, c'est l'éloignement avec la famille. Mais après, une fois que j'étais à l'école, oui, je me suis fait des amis. Puis, parce que j'ai jamais eu de difficulté à aller vers les autres. OK. Mais même tout jeune, je vais très facilement vers les autres. Donc, bah, c'est toujours bien passé à ce niveau-là. C'était juste le dimanche soir qui est toujours très compliqué. Qui était difficile Ouais. de partir, là. Et là, pour l'apprentissage à l'école, est-ce que ça allait? Parce que là, bon, la maternelle, j'imagine que c'est un peu comme nous ici. C'est... Ouais, c'est beaucoup de jeux, beaucoup de... Ouais. Bon, de la sieste, enfin voilà, toutes sortes de... Oui, bah après, j'étais tout de suite intéressé par l'apprentissage du braille. Parce que moi, je pratiquais le braille. J'ai commencé déjà à voir comment ça fonctionnait un peu avant de rentrer en école spécialisée. OK. Donc voilà, si j'étais toujours très captivé par l'apprentissage, quoi. Dès que je suis rentré à l'école, ça a toujours été je prenais ça, peut-être même comme un jeu, quoi, je dirais. C'est un jeu pour moi, l'apprentissage du braille. Voilà, c'était. Donc puis je m'entendais très bien avec les gens. Il y avait tout un contexte qui faisait qu'à l'école, je pense que ça a toujours été, mais la seule difficulté, c'est que je sais pas si vous avez connu ça comme ça, mais nous, en fait, on était dans des très grands dortoirs avec toutes les classes mélangées, c'est-à-dire que tu pouvais te retrouver avec quelqu'un qui était pas loin du collège, en dernière année avant le collège. Ah, toute âge confondue. Ouais. Ok. C'était des grands dortoirs avec des grandes salles de bain collectives, des portes, des chambres qui n'avaient pas de porte. Donc on dormait 4-5 par chambre, enfin c'était des gros dortoirs. Pas d'intimité. Non, pas de... non. C'est ce côté-là qui est difficile. Puis aussi, les plus grands qui essaient de faire leur loi, mais bon, ça c'est. Je pense que c'est partout ça. Oui, ça c'est comme une loi non écrite. Ouais, hein, là, mais le quand petit, même. on va essayer de se le faire, mais bon, c'était ça un peu. Et puis toi, tu te défendais bien? Moi, j'ai toujours. Quand il fallait se battre, j'avais pas peur d'y aller, quoi. OK. Et ça explique peut-être un certain nombre de choses, mais on va y revenir plus tard. Et là, par après, c'était quoi tes matières fortes, toi, Johan? C'est quoi que t'aimais le plus? Tu disais que t'aimais apprendre, mais... Moi, bon, la première année, c'était beaucoup l'apprentissage du braille, la lecture. Ouais, il y a ça pas grand-chose d'autre. Ça a été facile? Ouais. OK. Non, après, tu sais, la première année, c'est beaucoup ça. Mais après, moi, j'adorais le français et la matière, je pense, qui m'a le plus passionné à l'école, évidemment, à part le sport, c'est l'histoire, pardon. L'histoire, j'ai toujours aimé ça. OK. Et là, puis qu'est-ce que t'aimais le moins? Est-ce que... Alors ça, c'est très facile. Hein. Tout ce qui est scientifique, c'était c'est pas que j'aimais pas. Je peux dire carrément que c'était une corvée. C'était quelque chose de vraiment très compliqué. OK, vraiment. Sciences, maths, physique. Ah non, c'était...
Oh, quand je regardais mon emploi du temps, je voyais lundi matin, maths à 8h. Ouf! Oh, aïe, aïe. Ça commençait durement Ah, la semaine. c'était dur, très dur. Il y a même une année où j'ai eu le droit à 2 heures de maths pour commencer la semaine. La semaine, oh là là, OK. La seule consolation, c'est qu'on pouvait se dire qu'après, c'était fini. Ouais, c'est ça, exactement. Le pire t'est passé. Ouais, non, c'était très dur, les maths. Et en plus, j'ai eu aussi heureusement, dans ma scolarité, des professeurs qui, à des moments clés de ma scolarité, je pense, qui ont fait que je me suis retrouvé pas trop largué, que j'ai pu aller quand même à un niveau scolaire intéressant, parce qu'il y avait des années des profs qui expliquaient très bien les choses, et même si j'ai jamais eu un très bon niveau, en tout cas, ils ont pu m'expliquer suffisamment pour que je décroche pas. OK, pour garder comme un minimum d'intérêt, puis Ouais. qui a fait en sorte que tu as réussi, puis... Exactement. OK, d'accord. Et là, bon, je sais que les termes sont pas pareils chez vous, là. Nous, on a primaire, secondaire. Vous, c'est pas ça, là, c'est... Bah, nous, primaire, on l'a. OK, En primaire. fait, primaire, on l'a, sauf que, en fait, nous, ça dure, on a CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ça, c'est tout le primaire. OK. Ensuite, on entre au collège, Ok. où on a 6e, 5e, 4e, 3e. En décroissant comme ça? Voilà. OK. Et après, on arrive sur 3 ans de lycée. Donc, on dit seconde, première, terminale. Et après, là, c'est le passage du baccalauréat, et puis après, université ou école professionnelle, enfin, peu importe. Là, après, tout ce qui est enseignement, voilà, après, c'est la grande école, quoi. Et là, toi, t'as fait jusque où? T'as fait quoi? Alors, moi, je suis allé, j'ai eu mon baccalauréat littéraire. Et après, je suis rentré à l'université de Paris, Paris 3, je suis rentré en licence d'espagnol. Et mon grand rêve, c'était d'être journaliste. Ouh, OK. Mais vraiment un grand rêve. Et Un grand rêve pour un grand journaliste? j'espère. En tout cas, c'est ce que j'ambitionnais d'être. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est là, je suis rentré à la fac avec uniquement cette idée. Et je me suis retrouvé dans une situation où on avait des cours de préparation à notre métier, en plus des cours basiques de l'université. Et en fait, j'ai vu les écoles de journalisme, j'ai fait le tour, et c'était extrêmement cher. OK. Extrêmement cher. Et en fait, je ne voulais pas faire un crédit à mon âge, j'étais très jeune, faire un crédit, emprunter de l'argent pour passer mon diplôme. Je dis non, je peux pas faire ça à mon âge. Donc, c'est l'aspect financier Ouais, qui m'a stoppé. qui t'a refréné, là. Vraiment, Ok. parce que bon, voilà, je viens quand même d'une famille ouvrière et voilà, on n'avait pas les moyens c'est un coût je crois que c'était 6 000 € au semestre. Donc c'était la moyenne. Il y a eu il y en avait à 3 000, mais l'école qui m'intéressait, c'est l'école de Lille, c'est la plus grande de France. C'est qui forme vraiment des très bons journalistes. Et moi, je suis du Nord en plus, donc ça aurait été une fierté pour moi d'aller en école dans ma région, d'avoir un diplôme là. Et le coût a fait que ça n'a pas pu se faire. Donc là, je me suis retrouvé un petit peu dans l'embarras parce que j'avais été en université pour ça. Oui. Donc là, j'ai eu un gros trou d'air, comme on dit chez nous. Je savais plus quoi faire de mon avenir professionnel. Et là, un jour, j'ai eu un camarade qui était conseiller clientèle, mais après dans un domaine qui m'intéressait pas, mais je me suis dit, tiens, peut-être qu'il peut y avoir une piste à explorer là. Dans un autre domaine. Ouais, Uh-huh. dans un autre domaine. Et du coup, j'ai passé mon diplôme de conseiller clientèle, qui est l'équivalent en fait d'un baccalauréat chez nous. C'est un diplôme d'État qui équivaut à un bac professionnel. Donc c'est comme si j'avais 2 bacs. OK. Ouais. Et suite à ça, j'ai eu la chance d'être engagé par mon entreprise. Je travaillais dans le logement social et je me suis amusé pendant 4 ans. C'était génial. Logement social. Donc, tu faisais quoi? C'était-tu des gens qui t'appelaient pour... C'était tout ce qui était locataire. Les locataires des logements m'appelaient pour... ça pouvait être de la facturation, ça pouvait être... C'était très varié, ça pouvait être des problèmes techniques, ça pouvait être des demandes de logement, enfin voilà. C'était assez varié. Assez variés. Ouais.
Puis là, tu t'es amusé, comme tu dis. Ouais, je me suis amusé, pendant 4 vraiment. ans, donc ça a été une belle expérience. Ouais, vraiment. Ok. Vraiment, très bonne expérience. Puis là, encore une fois, parce on parlait de ça tout à l'heure, ce qui a été important pour moi, c'est que je me suis vraiment bien intégré dans le monde du travail avec les voyants. Parce que j'étais seul à pas voir. Et oui, et là, de la façon que tu m'en parles, c'est comme facile, là. Les enfants t'acceptaient bien, j'imagine que les professeurs aussi, les employeurs, ça allait tout bien, ton affaire, là. Ouais, parce que en fait, je pense que quand on rentre dans le monde des voyants, il y a une petite barrière au début parce qu'ils savent pas comment nous aborder. Mais quand nous, on fait le premier pas, et qu'en plus, on répond aux questions, et qu'il ne semble pas y avoir de gêne, les barrières tombent tout de suite. OK. Pour moi, ça fait les 3/4. Après, on peut toujours tomber sur des personnes qui sont voilà, moins ouvertes, là. Ouais. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater à chaque fois que j'étais confronté à une collectivité de voyants, où j'étais le seul à ne pas voir, j'ai pu constater vraiment que ça fonctionnait beaucoup comme ça. OK. Et parce que là, quand on parle de travail, il y a toujours l'aspect productivité, l'aspect organisation du poste de travail, tout ça. Toi, t'as tombé sur des employeurs qui étaient ouverts, là, qui étaient... Je suis tombé sur des employeurs qui au départ étaient ouverts, après ne savaient pas trop comment ils pourraient mettre en productivité, donc il a fallu leur expliquer comment il fallait faire. Il a fallu, ils me disent, oui, ils me posaient une question, mais comment tu peux faire ça? Et il a fallu que je trouve, moi, la parade à chaque fois. OK. Voilà. C'était ça, mais il a fallu que je me batte pour rentrer en production très vite, parce que, il fallait prendre le temps de me former, il a fallu que je leur montre que on pouvait y aller, quoi, que c'était le bon moment. OK, donc ils te posaient les questions, c'était toi qui devais comme un peu trouver la façon d'y arriver, et après, bingo, ça y allait. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis du coup, j'ai vraiment eu la chance. Ça s'est tellement bien passé. Il y a une relation de confiance qui s'est mise en place, et j'ai pu accéder quand même à un poste de supervision. Ah, donc, OK, quand même. C'était pour moi une grande fierté, parce que l'école, c'est bien la réussite, mais tu sais, quand tu as un handicap et que tu montes l'échelle professionnelle, c'est pas encore... Pour moi, j'ai eu plus de joie à monter l'échelle professionnelle qu'à avoir mon bac. OK. Ouais. Franchement, ouais. Ça a été beaucoup plus... Parce que de voir qu'il y a des collègues voyants qui étaient là tout autour de moi, et que finalement même c'est moi qui étais choisi pour passer au-dessus, bah ça démontre que c'est possible, puis que... Ouais. Ouais, puis c'est vraiment une victoire, parce que je pense que on va le voir dans notre entrevue, mais moi j'ai jamais eu de mal à accepter mon handicap. Au contraire, je m'en suis servi pour je me suis dit mon handicap me gênera le moins possible pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ça prend quand même une assez grande force là, de caractère pour ça, là. Et c'est au niveau professionnel, quand tu réussis ça, bah ça fait partie de mes jours. C'est pour t'expliquer, la joie que ça m'a procuré, c'est par rapport à ça aussi. OK. C'est une victoire sur moi, sur le handicap en général, parce que chez les voyants, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'est pas capable de faire telle chose ou telle chose, et quand on arrive à le faire, pour moi, c'est une vraie victoire. Là, il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête. J'aimerais savoir peut-être si en tout cas, au bout de 4 ans, qu'est-ce qui a fait que ton emploi s'est arrêté? C'est moi et mon goût pour l'aventure. OK, je sens que ça va nous amener ailleurs. Ouais. C'est moi et mon goût pour l'aventure. La dernière année,
Parce que faut savoir que j'aime beaucoup voyager aussi, donc voilà. Ouais. Je suis un petit peu au Canada là tout de suite, donc voilà, vous vous doutez bien que j'aime voyager. Et j'ai fait un magnifique voyage en Amérique du Sud. Et en rentrant, j'ai cherché, parce que j'ai toujours dans ma tête cette idée de journalisme. Ok, ça c'était pas mort là. Ouais, non, c'était pas mort. Et j'ai eu une vraie piste qui devait m'emmener en Uruguay. Il y avait une école adaptée, comme ici où vous étiez, Louis Braille ou autre. Oui. Qui faisait des formations pour adultes, mais pour être journaliste. Il y avait des vraies formations. Et moi, j'avais vraiment envie, puis je me suis dit, en plus, ça aurait été super de passer ça à l'étranger. Enfin voilà, une vraie aventure comme je les aime. Donc j'ai postulé, c'était accepté. J'avais commencé à organiser mon voyage. J'ai du coup quitté mon emploi. Tout était organisé, sauf que la petite tuile qui va bien au dernier moment. Ils ont pris un candidat, alors que tout était acté, ils devaient me prendre. Ils ont préféré prendre une personne qui était sur place. Du coup, c'est tombé à l'eau. C'est que là, toi, t'avais tout fait la démarche, laissé ton emploi et finalement, ils t'ont pas pris. Laissé mon emploi, pris le billet d'avion, préparé. Parce que quand je suis allé là-bas, j'étais hébergé chez une famille. Eux, ils étaient prêts à me reprendre là-bas. Tout était vraiment tout conditionné. Voilà, on s'était mis d'accord sur le prix je devais leur donner par mois, tu sais, pour habiter chez eux. Enfin, tout. Les détails, c'était tout était ficelé, l'affaire. D'accord. Et puis 3 semaines, donc voilà, l'été s'est passé. Je devais partir en septembre. Et puis fin septembre, c'était. Et puis début septembre, j'ai eu la mauvaise nouvelle et. Voilà. Et là, ça, j'imagine, ça a dû être un gros coup, comme tu disais, une tuile. Qu'est-ce que t'as fait suite à ça? Suite à ça, je me suis dit, j'ai fait le bilan de tout ça. Je savais que mon emploi, je pouvais pas le reprendre, mais c'était pas grave. Parce que le téléphone, si tu veux, c'est très intéressant, mais il faut changer de domaine d'activité. Tu sais, si tu fais toujours le même produit, ça devient lassant. Et moi, il y a une chose que je supporte pas, c'est de stagner dans mon travail. Donc, le tour du jardin, comme on peut dire, était fait. Ouais. OK. Vraiment. Le tour du jardin était fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter. Parce que là, mon emploi était sur Paris. Parce que j'ai fait toutes mes études à Paris. Oui, j'ai pas précisé, mais l'université était à Paris. Enfin, voilà. Après Lille, je suis allé à Paris. J'ai fini mes études. Et le travail aussi, c'était là-bas. Mais je me suis dit, je vais changer de vie. Je vais quitter Paris. Okay. C'est l'aventure. Je pense que ma vie est une aventure. Mais je voulais pas le dire tout de suite. Mais je sais pas non plus quand je l'aurais dit. D'accord, aussi bien le dire maintenant. Moi, le premier souvenir que j'ai de toi, en personne, là, la première journée où ce qu'on s'est vu, parce qu'on s'était parlé un peu par le salon. Oui. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés en personne, ce que je me souviens de toi et que je vais toujours avoir, je crois, comme image, c'est que tu me racontais que toi, si tu avais le goût de partir en voyage, tu partais. Oui. Peu importe si tu avais un accompagnateur ou pas, vous êtes partis des fois plusieurs non-voyants ensemble, en tout cas quelques non-voyants ensemble. Ça, je me souviens que tu m'avais raconté ça. Et j'étais estomaqué à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de ça. Je veux que mon handicap me bloque pour rien dans ma vie. Et voilà, si j'ai envie de partir au Canada, en l'occurrence, le voyage dont tu parles, c'était la Suède, l'Irlande. J'ai fait ça avec des potes qui voyaient rien du tout, enfin ou très peu, pas assez en tout cas pour pouvoir avoir les mêmes sensations qu'un voyant. Hein, ils avaient pas parce que 5/10 par exemple, bon, tu peux déjà faire pas mal. Mais eux, on fonctionnait avec nos portables, des GPS, des voice-over. Enfin, voilà, on faisait ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des rêves pour les voyages, pour des pays que j'avais envie. Et je me suis dit, il est hors de question que mon handicap me bloque.
que je me dise, oh, il faut absolument que je me trouve un accompagnateur, mais comment je vais faire? Mais ça a été un déclic, ça. Ça a été un déclic parce que je pense que jusqu'à 18 ans, tu m'aurais jamais fait sortir dans la rue avec une canne. Oh, ok. Jamais. J'avais, je supportais pas, je pense, le regard des autres. Parce que. Ah, c'est ça qui te dérange. Quand on voit pas, okay. On sent le regard des gens. Quelqu'un qui se retourne sur toi, tu le sens. Ouais, en tout cas, voilà. Et, la canne, ça me bloquait. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ouais, mais si je veux me débrouiller, puis écoute, une fois que c'était parti, comme on dit. C'était roule ma poule, quoi. Ah, tu m'as sorti ça tantôt avant. J'ai dit que j'allais le placer. C'est fait. Je trouve ça mignon et je trouve que ça a une image un peu spéciale aussi parce que nous autres, des fois, la façon dont on utilise le mot poule. On dit quoi, t'as la bouche en cul de poule, non? Non, mais des fois, quand on dit que quelqu'un fait sa poule de luxe. Ah oui, nous aussi, on le dit. Ah oui, vous le dites, vous autres aussi, d'accord. Ouais. Mais, bon, bref, c'était quoi? Le déclic, c'était de dire, dans le fond, que tu pouvais pas laisser comme ton handicap... Mais en fait, ça s'est fait d'une certaine manière. Je devais passer mon bac, et j'ai dû, je sais pas si vous avez ça ici, dans votre fin d'examen, mais il me manquait quelques points, et j'ai dû aller faire un oral. J'étais au rattrapage. Ok. Au baccalauréat. Et j'avais quelques jours à l'école, où donc tout le monde était en vacances, on était 2 ou 3 élèves, et disons que ma copine de l'époque habitait à l'extérieur de l'école. Elle était plus à l'école, elle était en vacances. Et si je voulais la voir, vu qu'elle était en région parisienne, il fallait que je me débrouille. Et j'allais pas rester à l'école pendant une semaine à attendre l'examen, si tu veux. Donc ouais. ma mère m'a fait une autorisation de sortie et t'es sûr, ça va bien se passer? Ah écoute, j'ai jamais fait, mais oui, ça va bien se passer. Et là, c'était un déclic. Parce que ce jour-là, alors que je l'avais jamais fait tout seul, je suis parti de l'école, j'ai pris les transports tout seul. Et en fait, si tu veux, j'ai même pas eu le temps, j'ai pas eu peur. En fait, je me suis pas posé la question de savoir, oui, mais tu te rends compte s'il se passe ça. Je l'ai fait tellement automatiquement que ça m'a provoqué un déclic. Et je pense que c'est vraiment depuis ce jour-là que j'ai réussi à tout faire de la même manière. Ou, tu vois, par exemple, quand je prends l'avion, ou après que je prends le métro ici, que j'ai jamais pris de ma vie, je pense que je ressens exactement la même chose que ce jour-là. Donc, le but, la force de dire on va réussir à se rendre au point A, au point B, est plus forte que les intempéries qui pourraient, exemple, t'empêcher ou te prendre un temps fou pour le faire. C'est exactement ça. C'est vraiment très bien résumé, c'est ça. C'est que, de toute façon, le point B, au pire, si tu sais pas où il est, tu demandes des infos. Les gens, quand même, la plupart, ils aident. Il y a 2-3 individus qui sont là, mais les gens, ils aident, en général. Il suffit juste de demander l'information. Pour moi, voilà, il y a aucune raison. En fait, pour moi, il y a aucune raison de ne pas arriver au point B. Peu importe comment, peu importe quand. Mais c'est sûr, ça va fonctionner. C'est vraiment comme ça que je le pense. Wow! Moi, là, j'adore ça. Parce que moi, le but de l'émission, c'est un peu ça, hein, c'est d'inciter les jeunes, ne serait-ce qu'à sortir de chez eux, aller au dépanneur au coin de la rue, là, comme premier exemple. Là. Et là, toi, tu me parles d'avion, tu me parles de métro dans une ville que tu connais pas. Wow! J'ai une petite anecdote. Petite anecdote lors d'un voyage en Suède. Des gens comme toi, là, on en prendrait tellement, là. Écoute, c'est gentil. Raconte-moi toutes les anecdotes que tu veux. Non mais celle-là, je conseille aux gens de bien regarder leur GPS avant de raconter cette anecdote. Oh. Un jour, nous étions en Suède et on faisait les relais avec les téléphones parce que pour économiser la batterie. Donc c'était à mon tour
de relayer et de prendre le casque pour le GPS. Et nous étions en Suède, au milieu de nulle part. Et on marchait, je dis, mais c'est quand même étrange, les voitures, ils roulent vite à côté de nous. C'est bizarre, la circulation, elle est rapide. Bon, je dis, bon, les gars, c'est pas grave, ça doit être une route nationale, on avance. Et après, on marche. Je sais pas, peut-être 5 minutes. Et je vois sur le truc, c'était marqué highway. On était sur l'autoroute. Oh là là. Et là, demi-tour, mais les voitures, elles étaient à 10 cm de nous. C'était très, très impressionnant. Une vitesse, là, c'était, je pense, la plus grosse aventure que j'ai eue parce que, honnêtement, je pense que pour la première fois de ma vie dans la rue, j'ai eu peur. Ce jour-là, j'ai eu peur. Alors après, je panique pas. Donc, voilà, je panique pas, mais intérieurement, je peux dire que j'avais vraiment... Là, t'as peut-être perçu un danger potentiel. Ouais. Là, oui. Là, ce jour-là, je le raconte parce que les gens, ils vont, les auditeurs, ils vont se dire, bon, il fait ça, mais ouais, il peut y avoir des dangers aussi. Il faut quand même... Il faut rester conscient, là. Ouais. Il faut être conscient, il faut... bon, et le GPS, faut bien regarder, par exemple, quand ça marque highway, il faut faire demi-tour. On s'engage pas plus loin. Ouais, c'est ça. Hey, ça va très très vite le temps, Johan, je sais pas. Mais avant de faire la pause, moi j'ai une question parce que moi le seul disons, j'étais allé à Paris une fois. J'ai utilisé le métro de Paris. J'étais avec un accompagnateur voyant. Ouais. Qui considère que le métro de Paris est plus compliqué que le métro de New York. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous faites pour vous débrouiller dans le métro de Paris, grosso modo. Très bonne question. Comparativement, mettons, au métro de Montréal, là, que tu as eu l'occasion de fréquenter un peu, là. Ouais. Très différent. Oui, tu peux nous faire un petit parallèle? Oui, vraiment. Oui. Déjà, Montréal, franchement, quand on se débrouille à Paris, c'est très simple, Montréal. J'imagine. Parce que Montréal, déjà, je prends l'exemple de la station Berry, qui est la station où il y a le plus de lignes, ici aux alentours. Et en fait, déjà, il y a une ligne par étage. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment très simple à se repérer. Alors que Paris, c'est des couloirs. Vous arrivez au bout d'un couloir, vous avez marché 100 mètres. Il y a une intersection, faut prendre soit celui de gauche, soit celui de droite. Enfin voilà, il y a des escaliers. C'est une toile d'araignée, le métro de Paris. Oui. Hey. Et la seule chose, et d'ailleurs, toi, tu es allé dans une période où le métro parisien parle maintenant, beaucoup. Il y a beaucoup de lignes où ça annonce les arrêts, mais avant, en plus, on devait regarder le nombre de stations et compter. Parce que ça parlait pas du tout. Okay. Donc, la seule chose, c'est que déjà les stations où tu as l'habitude d'aller, au début, tu sais pas, mais tu demandes une fois. Après, tu sais que c'est au quotidien, tu sais quel couloir il faut prendre, voilà. Et après, si tu arrives dans une station compliquée, il faut demander, de toute façon. Demander, je pense que ça reste la clé. Aujourd'hui, il y a une autre clé. Si on a des auditeurs de France, d'ailleurs, qui écoutent cette émission, la meilleure clé du métro parisien, même pour les Québécois qui voudraient aller à Paris, on a quelque chose qui s'appelle Métro Connexion, qui est fabuleux, qui est vraiment très bien fait. Vous tapez votre trajet. Non seulement ça vous explique où il faut changer de métro, mais en plus ça vous explique comment sont faites les stations et quel couloir vous devez prendre. C'est très bien indiqué. Ça vous indique que, par exemple, vous voyez une intersection à cet endroit, il faut prendre à gauche. Vous pouvez donc enregistrer votre trajet avant de le faire et vraiment l'apprivoiser, quoi. Okay. Directement. D'accord. Ouais. Donc toi, c'est ça que tu utilises ou là j'imagine que maintenant tu... Non, j'utilise vraiment. Ça peut être très ponctuel. Vraiment, parce que Paris, tu sais, je l'ai fait de 98 à 2013. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même une assez bonne. C'est ça, là, t'es habitué quand même là. On peut dire que c'est mon jardin. c'est mon jardin. Souvent même je peux faire visiter Paris aux gens sans problème. Je connais très bien. Je pense que c'est la ville du monde que je connais le mieux, d'ailleurs. Et voilà, c'est juste la clé pour moi dans n'importe quelle ville. C'est si on est perdu, pas de panique. Il y a bien quelqu'un qui passe, on demande. Pour moi, c'est la base. Et donc d'être capable de s'exprimer, de demander de l'aide.
Bah, communiquer, c'est la meilleure manière de s'en Communiquer. sortir dans n'importe quelle situation. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, j'allais dire. Dans bien des cas, la communication, Ouais. ça nous sauve. Oh que oui. Et là, écoute, on va faire une pause, Johan, puis Ouais. pendant la pause, on va s'enligner pour la deuxième partie de l'émission, des petits sujets peut-être qu'on voudrait peut-être parler. Et puis voilà, parce que ça passe très vite. Hein? Puis oui. il y a beaucoup à dire. Donc les amis, on fait une pause. Les pauses sont très courtes hein, cette année, connaissez-vous. Donc éloignez-vous pas. Parce que tout de suite après, on poursuit notre entretien avec Johan Millaret. Et avouez que, il est adorable. On en veut des gens comme ça, qui viennent, C'est gentil. qui viennent nous visiter, qui prennent le temps de nous expliquer les choses. Et sait-on jamais, peut-être qu'un jour c'est moi qui va aller de son côté puis qui va me faire découvrir des choses là-bas. Ça serait avec plaisir. Donc on fait la pause, on revient tout de suite après. À notre prochaine émission. La semaine prochaine, un doux mélange de littérature, de sport, de radio, de télévision et de théâtre. Une panoplie d'activités et d'expériences toutes plus différentes et divertissantes les unes que les autres. Gérald Cousineau à notre rendez-vous du 2 novembre. Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec notre invité qui est Johan Millaret. Et là, pendant la pause, je disais, on va parler de quoi? Puis là, j'ai dit, mon Dieu, que je suis dans les patates parce que on voulait parler de sport, parce que tu es un grand passionné de sport, mais encore plus, je pense que, en tout cas, que bien des gens, parce que il y a des questions, moi, que je me pose, que tu m'as peut-être répondu, mais que je vais te reposer pour le bien de l'entrevue. Mais bon, j'imagine qu'on va reculer encore un peu dans le temps parce que moi, je veux savoir le sport, comment c'est apparu dans ta vie, à quel moment et c'était quel sport? Ah, ça, je pense, je me suis toujours aimé. Aussi loin que je me souvienne, je tapais dans un ballon de foot. Aussi loin que je me souvienne et vers 9 ans, j'ai commencé vraiment à suivre des matchs parce que j'avais un beau-père qui n'aimait pas du tout le foot, donc on pouvait pas regarder le foot à la télé quand j'étais tout jeune. Mais là, faut faire une précision là. Quand tu parles du foot, c'est le soccer. C'est le soccer pour nous ici là. Bon, en fait, on a créé une nouvelle distinction. Je sais pas si vous entendez dans les médias. En fait, ils ont réussi à trouver un beau compromis. OK. Le foot américain, on appelle ça le football. Et le soccer, on appelle ça le foot. Ah bon, OK. Ils ont réussi à se débrouiller avec ça. J'ai trouvé ça très marrant d'ailleurs, mais au moins, même les journalistes du 98.5 qui parlent de l'Impact, maintenant disent du foot. Toi, là, tu brûles tous mes punchs, là. Parce que là, tu parles du 98.5. Mais comment ça se fait que t'écoutes le 98.5, toi? Alors ça date des Jeux Olympiques d'hiver de 2006. OK. Une fois ces Jeux Olympiques finis, parce que j'ai toujours été... deux sports rythment ma vie. Le foot et le hockey sur glace. C'est les deux sports qui me passionnent. Et une fois ces fameux Jeux Olympiques finis, je me suis dit quand même, il y a une équipe francophone en NHL. Ben oui. J'ai envie de suivre, voir ce que ça donne. J'ai cherché une radio qui retransmettait les matchs. Et je me suis mis à écouter un match, puis 2, puis 3, puis on n'a plus jamais lâché. Jusqu'en 2018, on est toujours là. Donc ça fait déjà 12 ans de supportariat du Canadien de Montréal. Et que tu nous écoutes à travers le 98.5, entre les retransmissions des matchs du Canadien. Oui. C'est Exactement. incroyable. Exactement. Ça m'a donné, ça m'est arrivé plein de fois de faire la fête, de suivre mon match du Canadien et de prendre une douche et de partir travailler juste après. Oui, parce que là, c'est selon les heures d'ici, là, c'est le décalage. Ouais, il y a 6 heures de décalage et ça c'est au meilleur des moments parce que quand le Canadien joue dans l'Ouest américain, Oh là là, oui. ça nous donne du 4, 5, 6 heures. C'est ça, c'est tard pour nous. Ça fait que forcément, c'est encore pire pour... Oui. Ça m'est arrivé plein de fois et donc voilà, depuis 2006, puis c'est le genre de passion qui gêne personne. C'est la nuit, les gens ils dorment,
On fait ce qu'on veut. Le match du Canadien, c'est sacré. C'est mon petit moment aussi. Tu sais, c'est le moment où je me retrouve, où voilà, c'est mon moment, le match du Canadien. Tu vois, c'est une importance pour toi. Ouais. Okay. C'est mon moment, c'est la nuit, c'est calme, tu vois, c'est toujours, d'ailleurs, c'est très étrange aujourd'hui de suivre les matchs à 19h, parce que j'ai toujours l'habitude à ce qu'ils soient à 1h du matin, 2h. Là, c'est à des heures raisonnables, on va dire. Oui, mais tu dis c'est la nuit, c'est calme, mais écouter du hockey à la radio, c'est pas si calme que ça, là. Non, mais calme dans le sens, personne me dit, ah ouais, mais... Ouais, calme autour de toi. Ouais, c'est ça. Parce que à la radio, les annonceurs du hockey... D'ailleurs, ton homonyme, Martin... Ouais, Martin McGuire. Mais, en tout cas, moi, ça m'a renversé quand j'ai su ça, que tu suivais ça à ce point-là, sur la radio du Québec, là. Ça m'a vraiment renversé. Mais revenons à tes premières expériences de sport, là. Ouais. Donc, tu disais que t'avais 9 ans quand tu as commencé? Ouais, j'avais 9 ans. Enfin, non, toucher le ballon, vraiment, pratiquer le foot très jeune. OK. À l'école, d'ailleurs, ça faisait partie aussi des belles choses quand j'étais à l'école maternelle, c'est que jamais on m'a écarté en disant ouais mais non tu vois pas, tu pourras pas jouer. Quitte à ce que ça soit dur pour moi, mais j'ai toujours été intégré aux parties de foot quand j'étais gamin. Hey, c'est incroyable, hein, t'as vraiment été intégré dans tous les domaines. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, ça a toujours été voilà, c'était j'ai jamais eu à souffrir d'une mise à l'écart, en tout cas par des gens de mon âge. OK. Parce que bon, en général, comme je t'ai dit, la parole de l'institutrice là de tout à l'heure. Ouais. On en a parlé. Mais sinon, non, c'est vrai que ça a toujours été plutôt facile pour moi. Les seules fois où on m'a dit, j'ai eu la chance d'être assez bon au foot. Donc le seul qui s'est avisé à dire, oh bah tu pourras pas jouer, je lui montrais sur le terrain et puis c'était réglé. Ouais. Mais c'est quand même incroyable là, parce que bon. C'était pas adapté, là. C'était... Non, mais du coup, j'avais trouvé une manière d'adapter ça. Je mettais un sachet autour du ballon, tu sais, un sac plastique. OK. Et c'était génial, parce que même en l'air, il s'entend. Quand tu mets un sac plastique autour, un ballon, tu peux regarder, tu sais, même en l'air, tant qu'il retombe, le sachet, il bouge, tu sais. OK. Donc, on l'entend. Et... C'était suffisant pour toi pour pour savoir il était où le ballon. Ouais, sauf que quand tu fais ça, prends une pile de sachets, parce que si tu touches un peu avec ton pied le sachet, des fois il craque, et le ballon il sort du sac. Donc ça prend... je demandais toujours à ma mère de garder les sachets quand elle faisait les courses ou quoi, et puis j'embarquais ça à l'école et puis je jouais avec ça. Wow, mais quand même, hein, t'as réussi à faire taire en tout cas la personne qui te mettait au défi de pas pouvoir. Ouais, bah c'est toujours le même esprit, hein. Quand quelqu'un me disait oui, tu ne pourras pas parce que tu ne vois pas. Fallait que tu trouves une façon, mais de surmonter. Pour moi, c'est toujours des obstacles à surmonter comme ça, et c'est même pas parce que la plupart du temps, les gens font ça pour prouver aux autres. Tu sais? Et moi, c'est pas ça. C'est, si on me dit quelque chose de ce goût-là, moi, ça va être pour me prouver à moi-même que cette personne se trompe. Ça va être pour, moi, quand je réalise quelque chose comme ça, je pense pas à l'autre personne qui voit que je suis capable. Je pense voilà, c'est à moi, je me retrouve face à moi-même et je me dis, un obstacle en moins. Tes réalisations à toi. Ouais, c'est ça. C'est c'est important pour toi. Ça t'apporte des choses positives. Ouais, exactement. OK. Et là, bon, le sport, t'en as fait encore plus longtemps que ça, là. T'en as fait... Oui, bah après, alors là, c'était des petits jeux dans la cour, hein, on va dire. Et quand j'étais en fin de collège, mon école, tu sais, l'école spécialisée, il y avait collège et lycée. Oui. Comme vous, en fait, hein, plus ou moins, vous allez jusqu'au secondaire, si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est voilà, sensiblement la même chose chez nous. Et là, les compétitions de foot pour non-voyants ont commencé à se mettre en place en France. Il commençait à y avoir 2-3 équipes. Et mon professeur de sport de lycée a eu l'idée de monter une équipe dans notre école qui aurait fait les compétitions nationales.
Et il a fait une sélection et j'ai été retenu. Donc j'ai représenté l'école sur le plan national contre des clubs donc d'adultes. Hein. Nous, on avait tous 16-17 ans et on jouait contre des gens qui avaient la vingtaine ou plus. Ah, ok. Et ça a été comme ça que je me suis formé dans la discipline. Ça a été... Moi, j'avais même pas 16 ans. J'ai commencé à 15 ans, la compétition. Et à 16 ans, j'ai eu la chance d'aller en sélection nationale. Ça a été un vrai bonheur pour moi. C'est ma plus grande réussite dans le sport, je pense. D'être sélectionné déjà, mais aussi jeune. En plus, ben oui. Voilà, ça a été pour moi... Donc là, j'ai eu des belles années entre mon club et la sélection. Mais en fait, l'entraîneur il me faisait faire les stages, mais il voulait pas encore me prendre en Coupe du Monde ou en Euro. Enfin, l'Euro, c'est le championnat d'Europe. Parce que j'étais trop jeune, et puis parce qu'il avait son équipe de base. Tu sais, j'allais avec l'équipe et j'étais en formation. Je faisais tous les matchs amicaux. Disons qu'il m'intégrait progressivement au groupe. Ok. Tu vois, pour que je puisse vraiment bien m'adapter. Puis le niveau international, c'est autre chose. Donc il fallait travailler. Et puis en 2004, j'étais censé aller aux Jeux Olympiques d'Athènes. J'étais dans le groupe et en faisant l'idiot dans mon quartier avec mon petit frère, je me suis cassé la cheville 2 semaines avant les Jeux Olympiques. Oh non. Ouais. Oh. Ça a été, si tu veux, voilà, je me suis. Est-ce que ça a été pire que la fois qu'on t'avait pas pris pour oui. Oui. Oh oui. Oui, parce que là, oui, c'est pire parce que le foot c'est extrêmement important pour moi. Même si voilà, c'est pas, enfin, je dis c'est pas professionnel, mais les Jeux Olympiques, ça l'aurait été, puisque quand tu gagnes une médaille, même en Jeux paralympiques, tu as de l'argent. Donc c'était pas ça qui primait, mais les Jeux Olympiques pour un sportif, c'est le Graal. Ben, c'est quand même un peu le point à atteindre. Là. Ouais, c'est le Graal. Surtout quand tu passes aussi près là de. Ouais. Et par contre après ça c'était, j'ai continué à jouer, j'ai continué à faire des apparitions en sélection, mais ça a plus jamais été pareil. Je pense que c'est le tournant. J'ai toujours aimé le foot, mais disons que je me suis dit ok, j'aime ça. Mais faut se dire que avant ça, avant les Jeux Olympiques, c'était, je veux dire, je vivais que pour ça. Je veux dire, l'entraînement, l'alimentation, enfin tout. Et quand il y a eu ça, je me suis dit ok, j'aime le foot, je continuerai à jouer, à m'amuser, mais on lâche prise un peu. Ok. On lâche prise. De façon un peu plus. Ouais. On a quand même une vie. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Je me suis relâché. J'ai continué à faire des belles saisons, j'ai gagné des titres avec mon club, mais la sélection, ça a été, j'ai lâché un peu. Ok. Puis il y a eu d'autres blessures aussi, je crois, parce que l'autre fois tu me parlais d'une blessure au genou. Ouais, après c'est vrai que on appelle ça le cécifoot, hein, pour ceux qui connaissent pas le football adapté. Oui, tu sais qu'on commence ici aussi à en faire. Hein? Oui, d'ailleurs, aparté, c'est un de mes anciens entraîneurs qui fait ça ici. Ah. Et sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. D'accord. Et en fait, c'est vraiment un sport où déjà il faut bien se repérer dans l'espace, pour vraiment première qualité, je pense, pour en faire. Mais c'est surtout qu'il peut y avoir des chocs, parce que si une personne, parce on court, je veux dire, il n'y a pas de guide proprement dit. Tu es sur le terrain, tu cours tout seul, il y a pas un mec qui te tient la main, tu vois. Tu cours. Donc si la personne en face se signale pas, ça peut donner des collisions et des blessures assez. J'ai de la chance parce que j'estime moi de blessures graves dans le sens, une déchirure des ligaments, un truc comme ça, j'ai jamais eu, heureusement. Mais par contre des blessures aux genoux souvent les footballeurs c'est les genoux, les chevilles. Quand tu joues, puis après c'est une réalité dans le sport, hein. Quand tu passes la trentaine, quand tu te blesses, tu mets plus de temps à revenir au jeu. Puis ça peut arriver n'importe où, n'importe quand.
Ouais, exactement. Mais c'est magnifique comme sport, et s'il y a des auditeurs qui ont peur de se lancer, il faut y aller. Allez-y. Faisez un petit test, vous verrez, c'est sympa à pratiquer. Puis mais vous vous rendez compte que même nos cousins québécois s'y mettent, c'est que c'est quand même un bon sport. On en est à nos balbutiements, mais bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le futur. Écoute, Johan, je veux qu'on termine l'entrevue sur ton voyage en 2015, parce que c'était ton premier voyage au Canada, au Québec. Ouais. Là, c'est le deuxième, parce que à ma connaissance, t'en as pas fait un autre entre 2015 et 2018. Non, c'est bien le deuxième. Effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est pas juste à cause du hockey, là? Non, c'est pas à cause du hockey, c'est grâce à une personne célèbre ici, là. Célèbre dans tous les sens, parce que c'est ma meilleure amie, premièrement. Eh oui. Et qu'elle nous a accueillis souvent pour faire des entrevues chez elle, en plus. Donc, Et là, elle est bien présente parmi nous. Oui. Bonsoir. C'est Katia, bien sûr. Oui, donc Katia, que j'ai connue quand elle est venue à Paris. Puis on est resté en contact, et je me suis dit, tiens, voilà, en discutant, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien venir au Québec. Bah, si tu t'en venais chez nous, et puis on a sympathisé vraiment. Et puis je suis venu ici en 2015, et c'est là aussi que j'ai connu notre ami Martin. Même si on se parlait pas mal quand même avant sur le salon, avant que je vienne ici. Oui, parce que c'est ça, on s'était connus par le salon. Martin McGuire, c'était comme une inside entre nous. Ouais, c'est ça. Exactement. Et bon, je faisais toujours la blague, il est où Danny? Enfin bon, ouais. Je l'ai toujours pas trouvé, Danny. Mais ça allait de soi que si tu venais au Québec, on allait se voir. Oui. Et voilà. Et ça s'est fait en 2015, et tu vois, là, depuis là, en 2018, c'était sûr qu'on allait se revoir aussi. Évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, tu es encore au Québec pour quelques temps, quelques jours en tout cas, c'est sûr. Et tu penses peut-être, en tout cas, tu aimerais ça éventuellement rester plus longtemps. Oui, c'est-à-dire que je prends les informations parce que notamment voilà, sur une période plus longue, c'est-à-dire que mon voyage là en général c'est 2 mois, parce que bon, on peut faire 4 au maximum, mais c'est 2 mois, mais c'est parce que voilà, c'est juste des vacances entre guillemets. Mais il existe des visas temporaires pour où on peut être en vacances et aussi travailler. Et j'aimerais découvrir ce monde-là ici, le monde du travail au Québec. Ça m'intéresserait beaucoup de le découvrir et de voir si ça peut être une aventure qui peut se poursuivre à long terme. En tout cas, on te le souhaite. Très honnêtement. On se le souhaite. On se le souhaite. Parce que je l'ai dit tantôt, puis je le répète, on a besoin de gens comme toi. Et parce que besoin de gens comme vous aussi. Parce que là, je vais dire quelque chose de très important, puis je sais que ça va faire têteux, mais je pouvais pas le dire dans l'entrevue de quelqu'un d'autre. Fallait que je le dise dans l'entrevue de la personne concernée. Moi, quand tu me parlais en 2015 de voyager seul, j'étais vraiment estomaqué. Je me disais jamais je pourrais faire ça. Et je connais d'autres personnes qui l'ont fait, récemment, qui l'ont fait entre-temps. Et là, moi, ça commence je me dis que le prochain voyage, j'attendrai probablement pas d'avoir un accompagnateur. Et je vais le faire. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Parce que, c'est pareil, une anecdote très rapide. J'ai un ami français qui adore le foot et qui n'a jamais osé aller au stade tout seul. Moi, quand je lui ai dit que je le faisais, un jour je l'ai fait avec lui, et depuis ce jour-là, il le fait tout le temps. Il prend les bus, il va pas dans toute la France voir son équipe jouer. Et si moi je peux provoquer aussi des déclics chez les autres, ça me fait un grand bien, et j'éprouve vraiment une grande satisfaction à ça. Mais tu sais quand même qu'il y a un prix à payer pour ça, parce que là, tu vas probablement devoir me faire des visites. Puis... Ah, mais il y a pas de souci, ce sera avec un grand plaisir. On ira visiter la place du Capitole.
Tu vas voir, je suis pas compliqué, j'aime ça visiter, j'aime ça découvrir des choses, ça fait que je vais te suivre aveuglément, sans Sans jeu de mots, évidemment. ouais, sans jeu de mots. Je vais te suivre, j'irai où tu iras. D'accord. Sur ce, on va se quitter. Et puis moi, je vous suggère si vous avez des commentaires à faire par rapport à l'entrevue d'aujourd'hui, par rapport à l'émission, c'est toujours possible. Vous allez avoir les coordonnées à la fin de l'émission. Je remercie encore une fois énormément Katia qui nous a hébergés chez elle pour nous permettre d'enregistrer cette entrevue. C'est un plaisir. Je remercie évidemment Johan d'avoir pris de son précieux temps aussi pour accorder cette entrevue. Et comme je vous disais, je vous propose de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci, Martin. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.